Pourquoi ne retournes-tu pas chez tes parents après ton opération et ta sortie de l'hôpital? A froidement déclaré mon mari, un jour avant mon opération du cancer du sein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne peux plus te voir comme une femme. Je veux que nous nous séparions. Il m'a asséné un nouveau coup alors que j'essayais encore d'assimiler ses paroles. Alors que tout s'assombrissait devant mes yeux, mon esprit s'est vidé. Mais il n'a pas encore compris que c'est lui qui allait tout perdre. Je suis Myriam, une femme au foyer de 28 ans. Je suis mariée depuis 3 ans. Mon mari, Pete, a 34 ans. Il travaille comme représentant commercial dans une grande société commerciale et est considéré comme un employé prometteur. J'ai travaillé dans la même entreprise. J'ai toujours aimé les mathématiques depuis l'enfance et je me suis spécialisée dans cette discipline jusqu'à la fin de mes études supérieures. Mais je n'arrivais pas à obtenir un poste de chercheur. Lorsque j'ai commencé à chercher un emploi, j'ai ressenti les obstacles liés au fait d'être une femme dans la recherche et j'ai choisi de rejoindre une société commerciale. C'est là que j'ai rencontré Pete, qui allait devenir mon mari. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Pete m'a joyeusement appelé lorsque j'ai été affectée à son département. Je n'aime pas me vanter, mais j'avais été finaliste d'un concours de beauté à l'université et j'étais assez grande, si bien que je me suis distinguée parmi les nouveaux employés. Merci beaucoup. J'ai répondu par un sourire radieux. Pendant mes années d'études, beaucoup d'hommes s'étaient intéressés à moi, mais ils ne voyaient que mon apparence et n'écoutaient jamais vraiment ce que j'avais à dire. J'avais pris l'habitude de les repousser avec un sourire poli. Mais Pete semblait différent. Peut-être avais-je été naïve? Ayant passé la plupart de mon temps dans des laboratoires de recherche universitaires, discutant avec des pairs partageant les mêmes idées. Malgré mon apparence clinquante, j'étais étonnamment timide et réservée. Myriel, tu vois quelqu'un? Lorsque Pete m'a posé cette question, j'ai répondu par un rire timide. Non, je ne vois personne. Ma réponse a semblé le surprendre et il a souri d'un air gêné. Veux-tu sortir avec moi? Lorsqu'il m'a posé la question directement, j'ai hoché la tête sincèrement. Je n'avais jamais été invitée à sortir avec autant de sérieux. C'est ainsi que ma relation avec Pete a commencé. Pete m'emmenait toujours dans des endroits et des restaurants agréables. Tout était une nouvelle expérience pour moi, qui m'étais rarement aventurée au-delà du campus universitaire. Au bout d'1 an, il m'a offert une bague lors de mon dîner d'anniversaire. Marions-nous, lorsqu'il a prononcé ces mots, j'ai eu l'impression de flotter dans l'air. En pensant que des moments comme dans un film pouvaient vraiment se produire. J'ai accepté sa proposition d'un signe de tête. J'aimerais que tu quittes ton travail et que tu m'attendes à la maison. Cela te convient-il? Pete continue. C'est une condition? Cela me convient, répondis-je. De toute façon, je n'avais rien de particulier à faire dans l'entreprise et je pensais qu'en tant que femme au foyer, je pouvais lire des livres entre les tâches ménagères. Plus tard, nous sommes allés rencontrer nos parents respectifs. Mes parents étaient ravis. Il n'est pas étonnant que leur fille, qui s'était toujours habillée sobrement et avait mené des recherches peu claires à l'université, leur présentait son futur mari. Ma famille était ce que l'on pourrait appeler une famille aisée, possédant de nombreuses propriétés et immeubles, mes parents vivant des revenus locatifs. N'ayant pas besoin de travailler pour vivre? Ils tenaient un café comme passe-temps à côté de notre maison. Lorsqu'ils ont appris notre mariage, ils ont proposé de nous construire une maison sur un terrain situé un peu à l'écart de la maison familiale. Ils nous ont dit que ce serait leur cadeau et que nous n'aurions rien à payer. Et la seule condition était que, comme j'étais fille unique, ils voulaient que Pete prenne mon nom de famille. Pete a été surpris d'apprendre que ma famille était riche et encore plus surpris que mes parents aient proposé de nous offrir une nouvelle maison. C'est compréhensible, étant donné que ses collègues devaient travailler tout en ayant des prêts immobiliers, alors que lui recevait une maison sans débourser un seul dollar. Quelques mois plus tard, après notre cérémonie de mariage et notre lune de miel, nous avons commencé notre vie dans notre nouvelle maison. Comme le souhaitait mon mari. J'ai quitté mon emploi et je suis devenue une femme au foyer à plein temps. J'avais la naïveté de penser qu'être femme au foyer signifiait avoir beaucoup de temps libre.
Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner, raccompagner mon mari, faire la vaisselle, m'occuper de la lessive tout en nettoyant le jardin, et il était déjà midi point après un déjeuner rapide, je commençais à nettoyer la maison. Vivre dans une maison individuelle n'est pas facile. J'étais épuisé point à un moment où je reprenais mon souffle, il était temps de préparer le dîner. Je n'avais pas le temps de lire des livres. Parfois, j'étais trop fatiguée et j'oubliais de préparer le dîner point dans ces cas-là, mon mari criait furieusement, « Je suis fatigué du travail, le dîner et le bain ne sont pas prêts. » Quel genre de femme au foyer es-tu? Même s'il disait de telles choses, je ne suis pas un robot point et il y a des moments où je ne me sens pas bien, et quand je ne peux pas faire quelque chose. Je ne peux tout simplement pas désolé pour tout à l'heure, disait-il, et puis le soir, il essayait gentiment d'initier l'intimité. Lorsque je refusais en disant, j'ai sommeil, laisse-moi dormir, il devenait immédiatement maussade. Je cédais à contre-séure, souhaitant simplement dormir un peu. Pourtant, je me persuadais que c'était ainsi que se déroulait la vie de couple. Mon mari, qui travaillait pour une société commerciale, devait souvent faire des heures supplémentaires et des voyages d'affaires pour des négociations importantes. Pendant ces périodes, je ressentais un sentiment de paix en échange de la solitude. Alors que nous entrions dans notre 2e année de mariage, l'attitude de mon mari à mon égard a clairement changé. Auparavant, même après avoir crié fort, il me témoignait encore de l'affection, mais à présent, il se contentait souvent d'aller directement au lit. Même s'il faisait encore souvent des heures supplémentaires et des voyages d'affaires. Je sentais que quelque chose avait changé. Avec le recul, je me suis dit que c'était peut-être un signe de son infidélité. Lorsque j'ai eu le courage de lui poser la question, il m'a répondu d'un air ennuyé, « Je suis depuis peu responsable de la planification des nouveaux produits. Je suis très occupé. Pourriez-vous me laisser seul un moment ?» À l'époque, je croyais encore ce que disait mon mari. Un soir, mon mari est rentré à la maison inhabituellement tôt et a eu des rapports intimes avec moi après un long moment. Même moi, je devais me sentir frustrée, car je répondais volontiers. « Qu'est-ce que c'est ?» m'a dit mon mari en me touchant la poitrine. Lorsque je l'ai touché à mon tour, j'ai constaté qu'il y avait une grosseur dure dans mon sein gauche. « Tu as raison. Il y a quelque chose là. » Comme je ne ressentais aucune douleur, je ne l'avais pas remarqué jusqu'alors. Le lendemain, inquiète, j'ai cherché en ligne un gynécologue à proximité pour me faire examiner. Par chance, il y avait un hôpital très réputé à proximité, et j'ai immédiatement pris rendez-vous. Le jour de l'examen, une femme médecin à l'air aimable m'a accueilli avec un sourire alors que j'entrais dans la salle d'examen, submergée par l'anxiété. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pourriez-vous retirer votre soutien-gorge, garder votre chemise et vous allonger ici ?» Je me suis allongée sur la table d'examen comme on me l'a demandé. Elle a palpé avec la paume de sa main, en appuyant de temps en temps avec ses doigts pour vérifier s'il y avait des points durs. Ensuite, il y a eu une radiographie du thorax, une mammographie et d'autres examens. Ensuite, des analyses de sang et une biopsie à l'aiguille de la grosseur pour l'analyse des cellules. Une fois les examens terminés, elle a dit, « Nous n'aurons pas tous les résultats aujourd'hui, mais je vous contacterai dès qu'ils seront prêts. » Bien qu'elle ait souri, son visage semblait plus triste qu'à mon arrivée. Ce soir-là, j'ai voulu parler à mon mari, mais il n'est pas rentré. J'ai passé une nuit angoissante, seule. Le lendemain, lorsque mon mari est rentré du travail, je l'ai interrogé sur la nuit précédente. Un travail soudain est apparu, et j'ai dû préparer des documents. « Désolé, je ne t'ai pas contacté, » m'a-t-il dit. « Et alors ? Comment s'est passé l'examen ?» a-t-il demandé d'une voix désintéressée. Les résultats ne sont pas encore connus, mais d'après l'attitude du médecin, ça n'a pas l'air bon, dis-je en pleurant. J'étais si anxieuse. Quoi ? Ça ne va pas, a dit mon mari sans même me regarder. Ne se souciait-il plus de moi, les larmes que j'avais retenues ont coulé sur mes joues. Mon mari ne l'a même pas remarqué, absorbé par l'échange de messages sur son smartphone. Je me suis effondrée sur le lit, lorsque j'ai repris mes esprits, je m'étais endormie, les larmes trempant mon oreiller.
La lumière du matin a pénétré dans la chambre, mais mon mari était déjà parti. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel m'informant que les résultats du test étaient prêts. Mon cœur s'est effondré. Même si je voulais parler à quelqu'un, mon mari n'était pas rentré à la maison depuis ce jour. Lorsque je suis entrée dans la salle d'examen, le médecin avait une expression solennelle. « Je vous en prie, asseyez-vous, dit-elle. » Je me suis assise comme on me l'a demandé. Nous soupçonnons un cancer du sein. Je vais vous adresser à un hôpital plus important, lequel préférez-vous? M'a dit le médecin. J'étais trop choquée pour penser clairement. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que l'hôpital que vous me recommandez est parfait. Le médecin m'a indiqué le grand hôpital général le plus proche. Oui, veuillez m'y envoyer, ai-je dit, à ce moment-là, peu m'importait l'endroit, pourvu que je puisse recevoir un traitement. Plus tard, je me suis rendue à l'hôpital référé, muni de la lettre de référence. J'ai subi une nouvelle série de tests, dont un électrocardiogramme et un examen des poumons cette fois. Apparemment, il devait vérifier si j'avais assez de force pour être opéré. Ensuite, il y a eu la consultation. Voulez-vous connaître tous les résultats des examens, m'a demandé le médecin à voix basse. Bien sûr, dites-moi tout sans rien cacher, ai-je répondu. Dans ce cas, revenez un autre jour avec votre famille pour discuter des symptômes détaillés et du plan de traitement, a dit le médecin. Oui, j'ai acquiescé, pensant que je devais en parler à mon mari et à mes parents. Lorsque mon mari est enfin rentré à la maison, je lui en ai parlé. Et dois-je y aller aussi? Je suis occupée par mon travail. Tes parents ne suffiraient-ils pas? A-t-il dit avec dédain. Tu ne te soucies pas de ma santé? J'avais envie de crier. S'il te plaît, ne dis pas ça, je veux que tu l'entendes avec moi, réussis-je à murmurer, la voix tremblante. Très bien. Je vais essayer d'arranger quelque chose. A accepté mon mari à contre-séure. Le lendemain, je me suis rendue au café de mes parents et je leur ai demandé de venir écouter le diagnostic avec moi. Je leur avais dit que je passais des examens pour des raisons de santé, mais lorsqu'ils ont entendu mon histoire, je les ai vus plus désemparés que je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais c'est guérissable, n'est-ce pas, tu vas t'en sortir, n'est-ce pas, m'a demandé ma mère, au bord des larmes. Je ne pouvais pas répondre à ces questions parce que je ne savais pas. Nous étions censés entendre parler du traitement en famille. Je suis arrivée à l'hôpital un peu en avance avec mes parents le jour prévu, me sentant comprimée par le stress, et j'ai attendu l'arrivée de mon mari. Cependant, nous n'avions aucun signe de son arrivée, quelle que soit la durée de l'attente. J'ai essayé d'appeler son téléphone portable. Oh, c'était aujourd'hui? Désolé, mais j'ai une réunion importante, m'a-t-il dit. Comment est-ce possible? Je lui en avais bien parlé, mais il ne m'avait pas écouté. Où est Pete? A demandé mon père avec inquiétude. Il a un travail soudain. Je n'y peux rien, répondis-je avec un sourire forcé. Je savais que cela n'était pas naturel, mais je n'avais pas le choix. Et la conclusion était que j'avais un cancer du sein. Le mot cancer, dans la bouche du médecin, était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Mes pieds étaient lourds sur le chemin du retour. C'est un cancer du sein, ai-je dit à mon mari lorsqu'il est rentré du travail. Oh, c'est vrai, m'a-t-il répondu froidement. Comment pouvait-il être aussi indifférent alors que sa femme était atteinte d'une maladie aussi grave, et je vais me faire opérer la semaine suivante. Je risque de perdre mon sein gauche, réussis-je à dire en réprimant l'envie de pleurer. On ne peut pas faire autrement si c'est une maladie, n'est-ce pas, dit mon mari d'un ton léger. C'est tout, es-tu vraiment d'accord avec ce qui m'arrive? Je n'ai pas pu m'empêcher de crier à mon mari, puis je me suis enfermée dans la chambre. À partir de ce jour, mon mari ne s'est plus montré. Je pleurais tous les jours d'angoisse. Accompagnée de mes parents, je suis entrée à l'hôpital le jour de mon admission. Mon mari ne viendrait-il pas, même un jour comme celui-ci? Cette pensée m'a encore rendu triste. Puis, la veille de l'opération, mon mari est apparu soudainement dans ma chambre d'hôpital.
Je pensais qu'il s'était enfin inquiété et qu'il était venu me rendre visite, mais je n'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de sa bouche. Après l'opération et la sortie de l'hôpital, retournez chez vos parents. Vous risquez de perdre votre sein gauche, n'est-ce pas? Je ne veux pas d'une femme comme ça. Quel homme cruel. Les couples ne sont-ils pas censés se soutenir mutuellement dans ces moments-là, j'ai crié. Mais mon mari a quitté la pièce sans rien dire. Je me suis demandé si je serais capable de me faire opérer avec de tels sentiments. Mais étrangement, la force est montée en moi. Je ne laisserai pas mon mari agir à sa guise. Je vaincrai cette maladie quoi qu'il arrive. C'est ce que j'ai ressenti. Le matin de l'opération, j'ai raconté à mes parents ce que mon mari avait dit la veille. Pete a dit ça, rompre avec un tel homme, a dit mon père en montrant sa colère. C'est vrai, Myriel. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse dire des choses aussi cruelles, et encore moins qu'il ne soit pas à tes côtés quand tu traverses une période aussi difficile. Et ma mère ne pouvait pas non plus contenir sa colère contre mon mari. Oui, mais pour l'instant, je veux que vous priez pour le succès de mon opération. Je n'abandonnerai pas. J'ai dit cela en me dirigeant vers la salle d'opération. Après l'opération, je me suis réveillée dans l'unité de soins intensifs. J'ai été reliée à des moniteurs pendant une nuit, le temps que l'anesthésie se dissipe complètement et que mon état se stabilise. Heureusement, le cancer ne s'était pas propagé autant qu'on le pensait et il n'a pas été nécessaire d'enlever tout le sein gauche. Je me suis sentie un peu soulagée. Le médecin m'a dit que si ma blessure guérissait bien, je pourrais sortir dans environ 2 semaines pour me rétablir à la maison. Cependant, environ une semaine après avoir été transférée dans le service général, j'ai soudain reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit que mon père s'était effondré et avait été transporté en ambulance. Il s'agissait d'une crise cardiaque, et il était trop tard lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital. Alors que mon opération s'était bien déroulée et que j'envisageais de sortir de l'hôpital. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel malheur s'abattrait sur mon père. Comme j'étais hospitalisée et que je ne pouvais rien faire, ma mère et ma famille ont organisé les funérailles. Même à ce moment-là, mon mari n'était pas joignable. Lorsque j'ai contacté son entreprise, on m'a dit qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger et qu'il ne reviendrait pas avant un certain temps. Je leur ai demandé de bien vouloir le mettre en contact avec moi, puisque mon père était décédé. Je me suis sentie frustrée de ne pouvoir rien faire alors que mon père, qui s'était tant inquiété pour moi, était décédé. Après ma sortie de l'hôpital, je suis retournée chez mes parents. Non pas parce que mon mari me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin de discuter des questions d'héritage avec ma mère. C'est alors que j'ai reçu un coup de téléphone de mon mari. Félicitations pour votre congé. J'ai appris que ton père était décédé. Je te présente mes condoléances. À propos, j'ai quelque chose à te dire. Pourriez-vous venir à la maison, malgré la mort de son beau-père? Le ton de mon mari était joyeux, comme s'il avait attendu cela. D'accord, pourquoi pas ce dimanche? J'ai parlé le plus calmement possible. D'accord, j'attends, a répondu mon mari en raccrochant. Maman, quel est le nom qui figure sur l'acte de propriété de notre maison et de notre terrain? Demandai-je à ma mère. Ils doivent être au nom de ton père, y compris la propriété de la maison. Pourquoi? A répondu ma mère. Peux-tu préparer ces documents pour dimanche? Demandai-je. Les préparer, tous les documents relatifs aux biens immobiliers de ton père sont ici, a dit ma mère en étalant les papiers sur la table. Ce dimanche-là, je me suis rendue à la rencontre de mon mari, muni des documents de divorce remplis et de tous les documents relatifs à notre maison. Ayant déjà pris la décision de divorcer dans mon cœur. Mon mari m'attendait à la maison avec une jeune femme. Bien qu'elle ait porté un maquillage un peu tape à accent grave-l'œil, son visage avait encore des traces de jeunesse. J'étais furieuse que mon mari ait choisi une telle femme plutôt que moi. Entrez donc. Je suppose que c'est aussi ta maison, dit mon mari avec un sourire impudique. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? J'ai tendu les papiers du divorce à mon mari. Vous comprenez vite. Ça facilite les choses. Mon mari a rempli les papiers du divorce sans hésiter et me les a rendus. Et la femme s'est assise en silence à côté de mon mari et nous a observés. La mort de ton père tombe à pic. Maintenant, cette maison est à moi,
dit mon mari d'un air satisfait. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-je délibérément sur un ton exagéré. J'ai étalé les documents sur la table du salon et j'ai continué. Où se trouve votre nom dans tout cela? Cette maison appartenait à mon père. Qu'est-ce que tu comprends de travers? J'ai haussé le ton comme si j'étais abasourdi. Cette maison nous a été donnée par ton père, et lorsque j'ai décidé de prendre ton nom de famille, cela ne fait-il pas de moi l'héritière de ton père, dit mon mari d'un air sérieux. S'il pensait vraiment cela, c'était absurde. Avez-vous fait une adoption avec mon père? Non, c'est vrai. Avez-vous au moins des droits de propriété sur cette maison? Vous souvenez-vous d'avoir signé des documents? Les héritiers de mon père sont ma mère et moi. Tu n'as aucun droit d'héritage. Je l'ai dit fermement. Tu n'es que mon épouse, ni plus ni moins. Tu n'as rien à voir avec l'héritage de mon père. À ce moment-là, mon mari a balbutié. Quoi? Mais alors comment? Il s'est soudain troublé. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu m'as dit que tu divorcerais de ta femme et que nous pourrions avoir la maison, c'est pour ça que je t'ai suivi. S'emporte la femme assise à côté de mon mari. J'ai vos papiers de divorce signés, et une fois que je les aurai remis au bureau de la ville, nous ne serons plus mari et femme. Tu es libre d'épouser cette femme. Mais pour ce qui est de la maison dont je vais hériter, qu'avez-vous l'intention de faire? Lorsque j'ai brandi les papiers du divorce tout en parlant, mon mari s'est effondré à genoux sur place. Et si vous voulez continuer à vivre ici, je peux vous la vendre. Cependant, le prix des terrains dans cette région a augmenté, donc ce ne sera pas donné. J'ai dit cela délibérément et joyeusement. Mon mari a soudain levé les yeux au ciel et a demandé, « Combien? » Oui, si vous pouvez vous le permettre, achetez-le. Achetez-le, dit la femme en poussant mon mari du coude. Que diriez-vous d'environ $1 million pour la maison et le terrain? J'avais l'intention d'exagérer un peu. Mais la valeur des propriétés dans cette région a augmenté. Et si nous obtenions une évaluation pour le terrain et la maison, cela reviendrait probablement à ce montant. $1 million? Je ne peux pas payer ça. Vous plaisantez? C'est de l'extorsion. C'est beaucoup trop cher, s'écrie avec angoisse mon mari et la femme. Et si vous pensez que c'est trop cher, n'hésitez pas à consulter un expert immobilier. Mais je ne pense pas que ce soit aussi bon marché que vous l'imaginez, ai-je déclaré fermement. Peut-être que le fait d'avoir surmonté l'opération m'avait donné du courage. Pour quelqu'un qui avait l'habitude d'être si timide, je me suis surprise à m'affirmer. Les gens peuvent vraiment changer. Tu es quelqu'un d'autre, tu le sais? Tu pensais que parce que tu avais pris mon nom de famille, tu aurais automatiquement les biens de mon père? Tu ne sais vraiment rien, n'est-ce pas? Dis-je en me moquant de l'ignorance de mon mari. D'accord. Je m'excuse. Je suis désolé. Cette histoire de divorce n'était qu'une blague. Ce n'est qu'une aventure. Alors ne le prenez pas au sérieux, d'accord? Mon mari s'est soudain mis à parler d'une voix douce et flatteuse. C'est affreux. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu divorcerais de ta femme et que tu m'épouserais pour que nous puissions vivre dans cette maison. C'était un mensonge? La femme lance un regard furieux à mon mari. Tu as dit que tu allais divorcer de ta femme et que cette maison était la tienne? Tout ce que vous m'avez dit est complètement différent. Le visage de la femme était rouge de colère. Vous avez dit que vous n'aviez que faire d'une femme qui a perdu son sein, n'est-ce pas? Allez vivre avec cette femme. Vous vous méritez tous les deux. J'ai froidement congédié mon mari. Puis j'ai ajouté, je te donne une semaine pour te décider. Si vous partez, partez vite. Tout ce qui reste après ça, je le jette. Bonne chance. J'ai quitté la maison sur ces mots d'adieu. Je pouvais entendre une voix aiguë qui réprimandait mon mari et le bruit de quelque chose qui se brisait à l'intérieur, mais ce n'était pas mon problème. Je me suis dit que je leur facturerais plus tard tout ce qu'ils avaient cassé. J'ai déposé les papiers du divorce au bureau de la ville. Je n'ai pas hésité une seule seconde.
Je pensais que j'aurais dû rassembler des preuves de sa liaison et demander une compensation, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec un tel homme. J'y pense que si je n'étais pas restée enfermée dans le laboratoire de l'université et que j'avais appris à mieux connaître le monde réel, je ne serais peut-être pas tombée amoureuse d'un homme aussi superficiel. Même si je crains une récidive du cancer, je n'abandonnerai pas. La vie ne fait que commencer. Un ancien collègue m'a appris que la femme avec laquelle mon ex-mari était sorti s'est avérée être sa cadette dans l'entreprise. Apparemment, ils sont devenus intimes alors qu'ils faisaient des heures supplémentaires et voyageaient ensemble au sein de la même équipe de planification des produits. Lorsque la nouvelle est parvenue à la direction, ils ont tous deux été retirés de l'équipe et mutés dans des départements différents. La femme, incapable de supporter les rumeurs du bureau, a démissionné. Mon ex-mari a été affecté à la gestion des stocks dans un entrepôt d'importation proche du port, où il passe désormais ses journées à faire des tournées d'entrepôt. Bien qu'il ait techniquement obtenu une promotion et un titre, il s'agissait en fait d'une rétrogradation. L'entreprise voulait probablement se débarrasser de lui. Quelle fin misérable pour quelqu'un qui avait été considéré comme prometteur. J'ai hérité des biens de mon père, que j'ai partagé avec ma mère. La valeur des biens immobiliers ayant beaucoup augmenté, nous n'avons pas pu payer tous les droits de succession et nous avons dû payer en nature environ la moitié des biens fonciers. Les revenus locatifs restants et les revenus du café devraient suffire à couvrir les frais de subsistance de ma mère. J'ai repris la maison où j'avais vécu avec mon ex-mari et j'y ai ouvert une école de soutien scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés en mathématiques, ce que j'aimais beaucoup. J'ai décidé d'accepter des élèves de l'école primaire au lycée, en espérant pouvoir partager avec eux la joie des mathématiques. Je serais heureuse si même quelques enfants découvrent à quel point les mathématiques peuvent être amusantes. J'ai également commencé à travailler sur la thèse que j'avais laissée inachevée lors de mes études supérieures. Un jour, lorsque les choses se seront calmées, j'aimerais reprendre mes études et mes recherches.